En 2021, 46% des Françaises et des Français ne sont pas partis en vacances. Ce chiffre atteint 64% pour les familles monoparentales. D'après l'INSEE, un quart des familles en France sont des familles monoparentales. Une famille monoparentale comprend un parent isolé et un ou plusieurs enfants célibataires. La plupart d'entre elles sont en situation de précarité et d'isolement, et elles sont surreprésentées dans les espaces de vulnérabilité. Dans 82% des cas, les enfants vivent avec leur mère. Je suis Laure Pourcin, vous écoutez Le Temps Libre, le podcast de l'association Vacances Ouvertes. Aujourd'hui, nous allons parler parents solo et départ en vacances. Nous recevons 3 professionnels de l'accompagnement au projet vacances pour répondre à nos questions. Bonjour, Perrine Olin, au Centre social Sésame avec Mosaïque, référente famille. Bonjour, Guillaume Mondeau, Centre culturel social Les Hauts de Liévin, référent famille. Bonjour, Constance Tétu, conseillère en économie sociale et familiale à la maison de quartier d'Oisem. Alors, j'ai une première question pour vous. Donc, les freins au départ en vacances sont très nombreux. Quels sont, selon vous, les 2 principaux freins pour les parents solos? Un des freins les plus fréquemment rencontrés pour l'aide au départ en vacances se résume souvent à des problématiques financières. Sans aide, ils ne peuvent pas partir. Merci Perrine. Est-ce que tu as un exemple à donner de personnes, de parents solos que tu rencontres qui ont des difficultés financières? Oui, tout à fait. Une famille originaire de l'île de Mayotte ne s'autorise pas à s'imaginer partir en vacances du fait de ses très faibles revenus. Ce n'est pas une maman qui élève seule ses enfants sans le papa présent, mais le papa est très peu là. Il existe, mais du coup, elle rentre dans la case famille monoparentale, je dirais, parce que le papa fait plein d'allers-retours à Mayotte et à tel point que quand on fait des sorties, elle n'associe pas le papa, elle compte très peu sur lui. Donc, même pour envisager un départ en vacances, elle s'est davantage associée à sa sœur qui a elle-même des enfants et a anticipé ce séjour avec sa sœur et ses neveux plus qu'avec le papa. C'est pas un schéma classique, mais voilà, elle rentre quand même dans cette case de famille monoparentale et donc elle élève 4 enfants seuls avec aussi la responsabilité de sa petite sœur. Donc voilà, le contexte est très particulier et c'est une famille qui n'a pas pu retourner à Mayotte depuis au moins 5 ans. Et c'est vrai qu'en évoquant avec elle le départ en vacances, eh ben, elle m'a mentionné que l'année prochaine, elle allait faire en sorte de pouvoir aller à Mayotte avec toute sa famille, avec justement cette ressource que d'aller solliciter la CAF pour être soutenue dans son voyage à Mayotte. Et Guillaume, toi, dans les parents solos que tu accompagnes, c'est quoi les profils des parents solos? Les profils sont nombreux. On a aussi bien des mamans qui sont sans emploi que des mamans qui ont un travail, mais elles rencontrent toutes les mêmes difficultés pour partir en vacances. C'est pour être sûr de pouvoir partir en vacances pendant 1 semaine ou 2 semaines sans mettre en danger leurs finances tout au long de l'année. Donc, elles font un choix, généralement, c'est de ne pas partir. Et Constance, est-ce que c'est un constat que tu as pu faire toi aussi au niveau des parents solos, des familles monoparentales que tu accompagnes? Est-ce que tu as pu remarquer, identifier des difficultés financières? Alors oui, c'est pareil que Guillaume. J'ai aussi bien des familles qui ne travaillent pas, mais aussi des mamans qui travaillent. Donc généralement, les personnes qui travaillent, elles cumulent plusieurs emplois chez nous. Elles font 2 ou 3 postes. C'est souvent des contrats précaires. Et donc du coup, elles ont assez généralement pour payer toutes leurs factures. Et elles ont un petit restant qu'elles essayent de garder de côté. Mais c'est vrai que parfois, c'est compliqué pour elles de s'imaginer partir en vacances et de pouvoir, cet argent qui est restant, en fait, de s'imaginer de tout mettre pour 1 semaine de vacances. Guillaume, tu voudrais rajouter quelque chose? Oui, généralement, les familles ont des grosses difficultés pour mettre de l'argent de côté.
Les vacances, ce n'est pas forcément leur premier projet. Elles doivent penser à la machine à laver, elles pensent à la voiture pour laquelle elles ont besoin pour emmener les enfants à l'école, pour aller travailler. Donc, c'est des frais qu'elles mettent de côté en priorité. Alors, dans cette spécificité du frein, c'est surtout que sans aide, elles ne peuvent pas partir. Est-ce que ça lève ce frein financier de mettre en place des aides financières? Bah, ça favorise le fait qu'elles se disent bah, peut-être que je vais réussir à partir. Mais il faut pouvoir leur montrer, en mettant en place avec elles un budget prévisionnel, que c'est possible. C'est là tout notre accompagnement pour lever les freins pour l'ensemble des familles, c'est leur montrer que tout est possible, mais qu'il faut y travailler. S'il n'y a pas la possibilité de mettre de l'argent chaque mois de côté, c'est comment mettre en place au sein du centre, avec l'équipe, des actions d'autofinancement qui vont permettre de rajouter un petit peu d'argent dans les caisses pour favoriser leur départ. Perrine, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, parfois elles-mêmes pensent déjà à solliciter ne serait-ce que la CAF pour accéder à l'aide au départ en vacances. Elles sont elles-mêmes force de proposition dans leurs recherches. Est-ce que vous pensez que si demain on donnait à toutes les familles monoparentales qui n'ont pas les moyens financiers de partir une somme conséquente financière, elles partiraient? Je pense, oui, que ce soit sur 4 jours ou une semaine, c'est bien le retour qu'on a des familles, c'est qu'elles veulent quitter la cité, elles veulent changer un peu d'horizon pendant les vacances et elles veulent faire comme tout le monde, tout ce qu'on voit à la télé, elles veulent en profiter avec leurs enfants pour changer d'air et changer un petit peu leur quotidien. Elles vont sortir du quartier de Oisem, mais elles vont se permettre en fait d'aller aussi parfois à des lieux qu'elles n'oseraient pas aller. Généralement, je prends l'exemple au niveau des familles que j'accompagne, elles veulent souvent la mer. On n'est pas si loin que ça quand même de Dunkerque, mais c'est une plage qu'elles peuvent faire régulièrement. Sauf que du coup, là, elles veulent plutôt partir sur la mer Méditerranée en se disant, bah voilà, j'ai une aide qui peut m'aider à partir en vacances. Ça va me permettre en fait d'essayer d'emmener mes enfants sur des lieux auxquels je n'ai jamais été ou je ne pourrais pas y aller si on n'avait pas ces aides-là. Très bien, merci. Tout à l'heure, Perrine, elle a parlé de la CAF au niveau des aides. Quelles sont les autres aides auxquelles les familles peuvent prétendre? Alors nous, donc au niveau des départs en vacances, donc ils ont l'aide de la CAF avec l'aide vacances sociales. On répond aussi à un appel à projet au niveau de la ville. On demande à Vacances ouvertes d'aider les familles, donc avec des chèques vacances et des réductions pour les billets de train aussi. Et après, on a la structure avec les autofinancements qui aident aussi les familles au niveau du budget. Et de temps en temps, avant, on avait une aide au niveau du département. Donc, nous, au niveau du Nord, l'aide ne se fait plus, mais peut-être que dans d'autres lieux, c'est encore possible. D'accord. Est-ce que, Guillaume, vous avez une particularité sur votre territoire? Alors, je ne sais pas si c'est une particularité, mais sur les appels à projets de parentalité de la CAF, on a mis une fiche action uniquement sur ce départ en vacances. Ce qui nous permet en fait d'avoir, si le budget est accepté, avoir de l'argent pour mettre en place les actions d'autofinancement, comme les soirées, la vente de grilles, des repas, et de ne rien retirer sur les recettes que les familles auront eues sur l'action. Donc ce qui peut permettre justement pour les familles de voir qu'elles elles ont travaillé sur quelque chose, la mise en place d'une soirée, elles ont été faire du porte-à-porte pour vendre des grilles, mais que tout ce petit travail, mis bout à bout, leur apporte de l'argent pour pouvoir partir. Alors oui, justement, parlons-en. Donc, est-ce que vous pouvez définir qu'est-ce qu'une action d'autofinancement? Et est-ce que vous avez des exemples un peu particuliers? Alors, sur le centre culturel et social, on a la chance d'avoir des grandes salles qui nous permettent d'accueillir de nombreux publics. Donc les actions d'autofinancement vont aller d'une bourse aux vêtements qu'on pourrait faire le week-end, ou des actions plus spécifiques comme on a fait récemment un loto des enfants. Mais ces actions, en fait, sont... voilà, ce samedi-ci, on a une action parentalité autour de la pêche. J'ai 2 familles qui participent. Elles ont mis en place une grille pour l'été. Où pour cet été, les familles peuvent avoir des jeux XXL, des jeux de plage, des produits solaires, des casquettes qu'elles peuvent gagner en fait en dépensant 1 ou 2 euros.
Mais une grille par famille permet d'avoir assez rapidement de l'argent. Et Guillaume, c'est quoi les grilles que tu nommes? Les grilles, en fait, par exemple, c'était à Pâques, chaque famille avait une grille de 40 cases à 1 euro chacune, et elle devait, voilà, il y avait un lot par grille, c'était un œuf de Pâques, donc chaque famille devait vendre, voilà, sa case. Ce qui me permet, moi, sur le budget prévisionnel, de savoir que j'aurai à peu près autant d'argent qui va rentrer. Et selon les possibilités qu'ont les familles, je ne vais pas les forcer à faire des grilles si elles ne sont pas capables d'aller vers les autres, mais j'ai des demandes à chaque soirée où il y a des enfants qui aiment bien passer les grilles, où il y a des adultes qui savent que c'est des seniors qui vont plus facilement mettre l'argent, qui sortir l'argent, et du coup on fait des grilles pour chaque manifestation. Après, la difficulté, c'est de trouver des lots qui vont permettre la mise en place de ces grilles. Là, on a bientôt quelque chose pour la fête des mères. On a une super animatrice avec un magnifique équipement. Les familles sont contentes de pouvoir faire des gâteaux parce qu'elles savent très bien les faire. Et c'est une compétence qu'elles ont envie de mettre en avant. Donc, on fait des gâteaux pour la fête des mères. On fait ça à destination des papas. Voilà, on communique vers les papas pour ça. Et c'est les papas qui nous commandent des gâteaux pour la fête des mères. Et on peut faire ça pour la fête des grands-mères, pour la fête des pères et toutes ces choses-là. Perrine, est-ce que tu as déjà mis en place des actions d'autofinancement? Eh bien oui, en fait, il s'agit aussi de regarder ce qu'il y a autour du centre social en termes d'associations ou voilà, de partenaires existants pour aussi suggérer des pistes d'autofinancement aux familles. Et là, par exemple, nous avons une association qui s'appelle Voyage culturel qui récolte les livres et qui les redistribue. Et donc, par exemple, ils vont nous accueillir la semaine prochaine pour confectionner différents éléments en papier pour pouvoir après exposer dans notre centre social et mettre en vente ces créations. Et les parents sont aussi preneurs de cette idée d'autofinancement et donc souhaitent rapidement créer une vente de gâteaux à la sortie de l'école. Voilà, ils sont aussi créatifs dans ces moments-là. Pour les familles monoparentales, mettre en place des actions d'autofinancement, est-ce que ça comporte pas des difficultés supplémentaires qui leur sont spécifiques? Constance? Si nous, on est au niveau des familles, nous, c'est plus régulièrement des soirées parce que comme j'ai des parents qui travaillent pour essayer de fédérer le groupe aussi autour de l'autofinancement, on fait plus généralement ça au niveau de notre centre social, au niveau de soirées, au niveau de la maison de quartier du coup. Et c'est plus facile pour les familles monoparentales de se mobiliser sur une soirée? Du coup, généralement, elles viennent après l'école. Donc, nous, on a déjà commencé avec la structure à préparer au niveau de la soirée. Donc, elles viennent nous aider en renfort. Et ça permet aussi à leurs enfants de profiter de cette soirée-là. Généralement, on arrive à mieux les toucher sur ces temps-là parce que du coup, elles profitent de la soirée avec leurs enfants tout en nous aidant aussi au niveau de la séance d'autofinancement. La structure chez nous, elle est un gros soutien au niveau de l'autofinancement. On apporte vraiment une aide en plus sur la séance. Très bien. Alors, Guillaume, tu veux rajouter quelque chose? Oui, alors toujours sur l'autofinancement, la mise en place de grilles et de petites actions comme ça, plus que de soirées, permet plus facilement aussi de toucher l'ensemble de la famille et que les enfants puissent participer. Moi, je sais que j'ai des enfants qui sont spécialistes pour faire le tour des portes dans le quartier pour aller sonner aux maisons puis récolter de l'argent pour la mise en place de grilles. Une autre chose qui fonctionne bien, c'est la vente de gâteaux, de bonbons, de glaces à l'été pour les accueils de loisirs. Où là, j'ai des adolescents qui sont très contents de pouvoir donner un coup de main à maman sur le projet répit parental et de participer à leur tour à la mise en place du projet. C'est les ados que je touche et qui vont tenir la caisse, et les ados que je touche qui vont faire le service aux autres personnes. Très bien, merci pour ce complément d'information. Là, vous avez parlé d'actions d'autofinancement, vous avez parlé d'actions plutôt collectives, en fait, pour lever le frein financier. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau plus individuel? Qu'est-ce que vous proposez comme accompagnement pour les familles monoparentales pour essayer de lever le frein financier au niveau individuel? Alors, je ne fais pas justement de l'individuel. On essaie toujours justement que ça puisse servir au maximum de personnes ensuite. Suite aux premières rencontres qu'on a avec les familles, quand on discute de départ en vacances, si j'entends des familles me dire qu'elles ont des soucis à gérer leur budget, à mettre en place un moyen pour avoir de l'argent, on fait des temps collectifs sur la gestion du budget pour l'instant, par exemple.
Voilà, pour que ça serve aussi au maximum de personnes et pas uniquement aux personnes qui partent sur le projet. En tout cas, pour nous. D'accord, très bien. Et Constance et Perrine, vous avez d'autres modes de fonctionnement? Bah, chez nous, au niveau de la maison de quartier, nous, à l'inverse, le budget se travaille beaucoup plus facilement en individuel qu'en collectif. Donc, sur vraiment l'accompagnement individuel, je vais voir avec les familles leur budget, voir ce qu'elles peuvent mettre de côté. Et c'est là où on commence, en fait, dès le début du projet, à mettre en place des échéanciers. En fait, on commence des estimations, des devis avec les séjours. Et comme ça, au moins, on voit avec les familles ce qu'elles peuvent déjà mettre pour pouvoir partir en vacances. Donc c'est une anticipation qui est de combien de temps à peu près? Bah, généralement, moi, je fais une première réunion d'information soit en décembre, soit en janvier, et on commence réellement les projets vacances en février. En fait, c'est quand les familles reçoivent les bons CAF, et donc elles commencent déjà à mettre de côté dès le mois de février jusque leur départ, donc qui soit en juillet, soit en août. Pourquoi inciter les familles à mettre de l'argent de côté et à faire des actions d'autofinancement si on peut trouver des moyens financiers suffisants autres à travers les aides? Perrine? Quelque part, c'est aussi leur laisser, comment dire, la main mise sur ce qui se passe. C'est que même si ce dispositif n'existe plus pour eux demain, bah, ils pourront continuer à se servir de cette expérience pour continuer à partir en vacances avec ou sans nous. Guillaume? Ah, c'est exactement la même chose. L'objectif du projet, c'est d'envoyer les familles en week-end ou en vacances, mais aussi qu'elles repartent d'elles-mêmes les années suivantes. Donc c'est de tout faire en amont pour qu'elles justement elles puissent d'elles-mêmes, sans nous, pouvoir partir les années d'après. Constance, tu partages? Bah, je partage également ce qui a été dit, donc voilà, au niveau de la maison de quartier, c'est exactement ça aussi. Et je dirais, même s'il y a des aides qui nous permettent d'établir le budget, c'est toujours un plus si sur une action d'autofinancement, les familles récoltent plus que ce qu'on avait prévisionné, c'est du bénéfice pour elles, c'est elles qui pourront en profiter sur place pendant leurs vacances pour faire des extras, des choses qui n'étaient pas prévues et sortir du côté très calendrier. On a autant d'argent pour faire autant d'activités. Là, ça permet la glace en sortant de la piscine, ça permet peut-être de la pizza plutôt que d'une frite. Enfin, ça permet beaucoup de choses. Donc on est toujours aussi sur la réalité, mais si c'est les vacances, il faut que les familles en profitent, sans aller non plus dans l'excès, bien sûr. Notre travail aussi est d'expliquer aux familles, attention, il faut que l'année prochaine tu puisses partir, il faut qu'au mois de décembre, après tes vacances, tu puisses remplir ton frigidaire. Il y a toutes ces choses-là qu'on doit, nous, ne pas oublier en tant que travailleur social. En 2018, 41% des enfants mineurs vivant en famille monoparentale vivaient au-dessous du seuil de pauvreté monétaire et sont donc pauvres, contre 21% de l'ensemble des enfants. En 2021, seulement 47% des enfants âgés entre 5 et 19 ans vivant avec un seul de leurs parents ont pu partir en vacances, contre 55% pour l'ensemble des jeunes du même âge. Donc merci pour toutes vos réponses. Donc là, on a cité le frein principal, qui revient toujours, mais on sait qu'il y a d'autres freins, qu'il y a de nombreux freins, et notamment il y a un second frein qui arrive vraiment quasiment au coude à coude avec le frein financier. Est-ce que vous connaissez ce frein? Selon vous, c'est quoi ce frein? La peur pour les mamans ou pour les familles, c'est de se retrouver seules en fait en vacances, de pas savoir avec qui profiter de ça. Alors seules, pas avec leurs enfants, leurs maris, tout ça, mais avec quels autres adultes elles vont partir. Exactement, c'est ça. C'est le second frein, c'est lié en fait à l'isolement de ces familles monoparentales. Donc, est-ce que c'est un constat que vous faites? Je vous rajouterais, c'est pas uniquement sur place en fait, c'est surtout sur toute la préparation, parce qu'elles ont peur de se retrouver en réunion avec des mamans qui elles connaissent pas, avec des enfants qui vont peut-être pas s'entendre avec les leurs, et surtout sur les actions d'autofinancement lors de soirées. Ben, voilà, si je connais personne, comment ça va se passer pour moi? Exactement, merci Guillaume. Constance, est-ce que de ton côté, tu rencontres dans ces familles monoparentales que tu suis, est-ce que tu as pu constater de l'isolement?
Oui, mais en fait, généralement, ce sont des familles qui sont sur le quartier, qui travaillent, qui vont jusqu'à l'école pour les enfants, mais elles ne font rien d'autre. Donc, soit on les a vues par rapport, en fait, sur d'autres actions, mais c'est vrai qu'elles ont peur de partir, de pas savoir où et de pas comment savoir se préparer, et que d'autres familles ont déjà l'habitude de faire ça et de se retrouver, en fait, en décalage et de peur aussi parfois de se faire juger au niveau de la destination du séjour. Merci Constance pour ton intervention. Perrine, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, ben, l'intérêt de faire se rencontrer des familles qui ont déjà vécu un départ en vacances avec des nouvelles familles, ça peut être un moyen de se déstresser par rapport à tout le projet. Par exemple, là, je vais faire en sorte que les familles qui sont déjà parties, parce que c'est un atelier parents-enfants hein, qui est mené à l'année, que les familles qui sont déjà parties il y a 2 ans puissent être dans ce même atelier avec les familles qui vont bientôt partir. Donc de mélanger en fait des personnes qui ne sont jamais parties avec des personnes qui ont déjà fait cette expérience pour qu'elles puissent témoigner en fait de ce que ça leur a apporté. Et de montrer Tout ça, aussi, c'est une façon de montrer que c'est possible. Oui, pardon Guillaume, vas-y. de ce que ça a apporté et de comment le mettre en place aussi. Justement, lever les freins de est-ce qu'on va récolter assez d'argent grâce aux actions d'autofinancement? Est-ce qu'on va devoir être régulièrement en réunion? Comment je fais pour les enfants lorsqu'il y a une soirée? C'est, voilà, entre elles, elles se répondent à leurs questions en fait. Est-ce que vous avez d'autres idées pour essayer de travailler sur cet isolement des familles monoparentales? Je mets des séances de jeu en place dès le départ quand les familles ne se connaissent pas pour que justement, comme on veut intégrer les enfants et l'ensemble de la famille au départ, il me semble important aussi que les enfants se rencontrent, se connaissent. Donc on fait des séances de jeu, de ce qu'on peut trouver en accueil de loisirs ou des séances de jeux de société. Non, nous, généralement, on fait une première rencontre, la présentation au niveau des dispositifs vacances. Donc là, on reçoit toutes les familles. Et après, on a une réunion vraiment spécifique que pour les personnes qui vont partir avec l'aide de vacances ouvertes et sur le projet VACAF. Et donc là, on fait sous forme d'atelier avec des jeux pour que les familles puissent échanger entre elles aussi, si elles sont déjà parties, si oui, où, etc. Donc, on fait vraiment un atelier jeu et après, elles se revoient régulièrement tout au long de l'année sur les soirées et sur d'autres activités qu'on propose au niveau de la maison de quartier. Et tout ça, ça doit prendre du temps. Perrine qui sourit. Ça prend du temps, des actions d'autofinancement à monter, la recherche de l'eau pour les grilles par exemple, l'installation des tables ou la préparation des courses, la restauration à préparer. Oui, ça demande beaucoup de temps. Mais on sait aussi pourquoi on le fait. Pour lever le frein, donc ce second frein qui est très important, qui concerne l'isolement des familles monoparentales, du fait en fait elles ont peur en fait de se retrouver seules dans un endroit inconnu, de ne pas arriver à gérer. Donc j'ai bien compris qu'en fait l'idée c'était de créer du lien, de créer des groupes. Donc soit de créer un groupe pour partir en collectif, soit de lier des personnes qui sont déjà parties avec d'autres personnes qui ne sont pas encore parties pour aussi montrer que c'est possible, autant dans la construction que dans le séjour. Et du coup, ma question, c'est est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça marche? Est-ce que vous constituez des groupes sur le temps du séjour uniquement? Est-ce que ces groupes persistent? Est-ce que vous avez un partage d'expérience sur cette question? Alors, selon les types de projets, que je vais former un groupe ou non. Sur un départ au projet vacances-famille, voilà, toutes les familles qui veulent y participer, mettre ça en place, sont les bienvenues. Là, sur le projet de répit parental, étant donné que ça ne comportait que des mamans, j'ai fait attention aussi sur un petit séjour comme ça, où je savais qu'elles allaient se retrouver ensemble pendant 4 jours, à former un groupe qui allait pouvoir s'entendre. Voilà, ça me semblait pas faisable d'envoyer 4 personnes sur 4 jours de répit, de détente, de bien-être ensemble si elles ne s'entendaient pas. Donc c'est là sur un projet en fait qui a débuté l'année passée où les mamans se sont rencontrées, les mamans se sont acceptées, ont tissé des liens que là on avait décidé de prolonger l'action. Mais c'est très important de faire attention aussi au caractère de tous pour la mise en place de projets de ce style-là.
Et une chose aussi, les familles sont invitées à participer au projet des répits parental, mais on les invite à participer aux autres ateliers que met en place le centre social pour continuer à rencontrer les professionnels ou continuer à rencontrer les mamans sur autre chose que sur ce projet vacances, le répit parental qui demande beaucoup d'énergie. Oui, donc si j'ai bien compris, l'idée c'est de faire du lien le plus possible et donc de multiplier les rencontres pour pouvoir favoriser cette mise en lien. Plus les Voilà. personnes vont se rencontrer, plus elles vont s'accepter, s'adopter et plus elles vont potentiellement pouvoir partir ensemble. Constance, tu voulais prendre la parole? Oui, déjà en fait, des familles qui se sont rencontrées via le projet vacances et donc elles se connaissaient pas d'avant et au fil des ateliers, des séances d'autofinancement, elles ont décidé de partir ensemble parce que l'une d'entre elles était vraiment angoissée à l'idée de prendre les transports en commun, surtout le train au niveau de Paris avec les changements de gare et donc du coup, elles se sont découvertes qu'elles aimaient le même endroit. Et donc, elles ont sauté le pas en se disant, bah voilà, on part ensemble et au moins on fait le voyage ensemble. Bon, même si sur la durée des vacances, elles n'ont pas fait toutes leurs activités ensemble, mais elles ont au moins fait l'aller, le retour ensemble et elles ont fait quelques jours aussi avec quelques activités communes lors du départ. Mais la création du lien avant est très importante pour que sur place, en fait, elles s'entraident aussi les familles. Je sais que j'ai des familles une maman qui a envie d'aller faire un soin, faire un massage, c'est les autres mamans qui d'elles-mêmes disaient pendant ce temps-là, moi je vais te prendre ton enfant pendant 2 heures, on ira à la piscine, toi tu pourras te reposer et prendre soin de toi. C'est l'avantage de toute la mise en place de ce projet qui se fait pas en une semaine, 2 semaines, c'est que les familles se comprennent, s'entendent et proposent d'elles-mêmes des solutions aux problèmes qu'il pourrait y avoir sur place où nous, on n'y est pas généralement. Très bien, merci beaucoup. Guillaume et Constance, je voudrais juste revenir sur un aspect qu'on n'a pas abordé. Est-ce que c'est important de travailler sur la représentation des vacances? Et comment est-ce qu'on y travaille? Et donc, je voudrais votre avis là-dessus. C'est important de travailler sur la représentation au niveau des vacances parce qu'elles veulent beaucoup de choses. Elles veulent la mer, elles veulent la piscine, pension complète. Donc elles ont beaucoup de souhaits, ce qu'on peut comprendre parce que même nous, on aimerait avoir la mer, la piscine, pension complète. Mais sauf qu'en fait, ça a un coût. Et donc parfois, elles se rendent pas compte, malgré qu'elles ont des aides, que leur reste à charge peut être encore assez conséquent. Donc du coup, ça en fait, généralement, soit je le travaille en individuel, soit en collectif. Ça dépend aussi au niveau des familles. S'il y a beaucoup de mamans en fait qui n'arrivent pas en fait à se dire vraiment les souhaits, etc. Donc en fait, je vais prendre avec elles en disant voilà, au niveau de tous les souhaits que vous voulez, vos vacances idéales c'est ça, mais au niveau du coût, en fait ça correspond à ça. Et donc du coup moi je travaille sur ça en fait en leur disant voilà, vous pouvez partir en vacances, il y a des choses qu'on peut faire, par contre on ne pourra pas tout avoir aussi. Sur la représentation des vacances, ça permet aussi de savoir leur présenter les coûts. Forcément, si on veut partir en Méditerranée, ce sera plus cher que de partir en Normandie ou dans le Pas-de-Calais. Ça nous permet de travailler sur le transport, qui est quelque chose de très important à voir avec les familles. Partir dans le sud, oui d'accord, mais sachez que vous allez devoir changer de train à Paris par exemple, et que vous avez des poussettes. Partir dans le sud, oui, pourquoi pas, mais il faut partir donc sur du 8 heures ou 9 heures de transport en bus. Est-ce que vos enfants pourront supporter ça? C'est toutes ces petites choses-là qui nous permettent de voir aussi justement ce qui est réalisable. Et après, travailler en groupe sur la représentation des vacances, ça nous permet aussi de dire aux familles, vous pouvez vous permettre de partir en vacances dans un camping pendant 1 ou 2 semaines. Vous y avez le droit. Vous avez le droit de vous permettre sur votre séjour de partir faire 1 heure de massage. Pourquoi vous ne pourrez pas le faire, vous? C'est à partir de ça qu'on va construire le projet et mettre en place toutes les actions qui vont nous permettre d'avoir l'argent pour réaliser leurs rêves. Donc travailler sur la mer, sur la campagne, sur est-ce que vous voulez des toboggans pour vos enfants? Est-ce que vous voulez un club pour enfants? Il faut le voir dès le départ. Merci à la DRDFE des Hauts-de-France pour son soutien dans la réalisation de ce podcast. Merci à Guillaume, Constance et Perrine pour leur intervention très riche.
J'espère que ce premier épisode du podcast de Vacances ouvertes, le temps libre, vous a plu. À bientôt pour de nouvelles aventures. Si vous avez envie d'approfondir ce sujet, vous trouverez toutes les références de ce podcast en description et d'autres ressources pour aller plus loin. Si vous avez aimé ce podcast, likez et partagez-le sans modération.